Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 4 de simulation par processus. Aujourd'hui, nous allons faire un deuxième exemple de simulation sur ARENA, l'exemple d'un atelier d'usinage. Dans cet atelier, des pièces arrivent suivant une loi exponentielle de paramètre 5. Il y a deux types de pièces, des pièces de type 1 et des pièces de type 2. Les pièces sont usinées par deux machines, machine 1 et machine 2, qui se trouvent dans cet atelier. Les pièces de type 1 sont usinées de manière prioritaire sur les machines par rapport aux pièces de type 2. C'est-à-dire que lorsque des pièces arrivent de type 1 et 2, les pièces de type 1 se mettent au début de la file et passent sur les machines en priorité. L'usinage suit une loi triangulaire de minimum 8, de mode 10 et de maximum 12. L'atelier travaille 8h à 17h et la capacité de stockage est infinie. Une maintenance préventive est programmée entre 11h et 11h30 sur la machine 1 et entre 11h30 et midi sur la machine 2. À la fin de l'usinage, sur une des machines, il y a 7% de probabilité que la pièce soit défectueuse. Donc une pièce défectueuse va repasser sur la machine d'usinage. Donc là, elle va sortir de la machine, puis elle va repasser donc dans la file d'attente, et puis elle va repasser sur la machine. Cependant, si elle est jugée défectueuse une seconde fois, à la fin de l'usinage sur l'une des deux machines, cette pièce va être rebutée. Donc nous allons passer sur ARENA pour pouvoir modéliser cet atelier. Pour modéliser cet atelier d'usinage, nous avons besoin des blocs que nous avons définis la dernière fois, du bloc create pour pouvoir alimenter notre système en entités et pouvoir déterminer la loi des arrivées. Nous avons besoin du bloc dispose pour faire sortir les entités du système lorsqu'elles ont fini leur service. Nous avons besoin du bloc process qui va modéliser les activités. Nous avons besoin du bloc decide pour déterminer si la pièce est défectueuse ou non, donc pour faire un choix suivant une probabilité. Et puis nous aurons besoin d'autres blocs que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc nous aurons besoin d'un bloc qui s'appelle assign, que nous allons retrouver dans le template discrete processing. Donc assign, il permet d'affecter une valeur à une variable. Quand une entité passe par ce bloc assign, une affectation va être faite. Donc, on va affecter une valeur soit à une variable, soit à un attribut. Nous aurons aussi besoin d'un bloc qui se trouve dans le template input-output et qui s'appelle record. Donc, record est un bloc qui permet de collecter une statistique comme un temps de séjour, un compteur d'identité, etc. Ensuite, nous aurons besoin de blocs data qui se trouve donc dans data definition. Donc le bloc qui s'appelle Q, donc qui permet de déterminer les différentes caractéristiques d'une file d'attente. Nous aurons besoin du bloc qui s'appelle set. Et set permet de définir en fait un ensemble de ressources. Et puis nous aurons besoin aussi du bloc qui s'appelle schedule. Donc schedule permet en fait de programmer l'emploi du temps d'une ressource ou le planning d'arrivée d'une entité. Donc on va effacer ces blocs et puis on va commencer donc la modélisation. Donc, comme tout processus sur ARENA, l'atelier d'usinage commence par un create. Donc, on va glisser un create dans le flowchart view et puis on va double-cliquer dessus pour le paramétrer. Donc, on va lui donner un nom encore une fois significatif. Par exemple, on va l'appeler arrivée des pièces. Encore une fois, prenez le réflexe de ne pas mettre d'accent pour ne pas avoir de problème pour exécuter votre modèle. Puis, nous allons définir en fait le type d'entité. Donc, les entités de notre modèle, ça va être les pièces. Et puis, nous allons définir le temps interarrivée. Donc, encore une fois, le temps interarrivée est exponentiel de paramètre 5.
Donc on va laisser la loi exponentielle qui est par défaut, et puis on va changer le paramètre à 5, et puis on n'oubliera pas encore une fois de changer l'unité de temps en minutes. Et on va cliquer OK. Donc ici, les pièces ont été créées, on ne connaît pas leur type, donc il va falloir leur attribuer un type. Pour 40% des pièces, elles vont être de type 1, pour 60% des pièces, elles vont être de type 2. Donc puisqu'on a un choix à faire entre le type de pièces, on va utiliser un decide. Donc on va dans Decisions et on glisse un decide et on double-clique dessus pour pouvoir le paramétrer. On va lui donner un nom significatif, par exemple déterminer le type de pièce. Donc à 40%, ça va être des pièces de type 1. Voilà, donc OK. Donc dans la sortie True, on va avoir les pièces de type 1. Dans la sortie False, on va avoir les pièces de type 2. Donc pour pouvoir attribuer un type à chacune des pièces, on va utiliser le bloc qui s'appelle Assign. Donc on va le glisser dans la Flowchart View. Et il va être raccordé par défaut à l'embranchement True du Decide. Puis on va encore une fois sélectionner le Decide et on va glisser un autre Assign et ça va être raccordé à l'embranchement False du Decide. Donc pour paramétrer les modules Assign, on va double-cliquer dessus. On va donner un nom qui soit significatif, par exemple attribut pièce type 1. Et puis, donc, on va cliquer sur Add pour ajouter une variable ou un attribut à changer. Donc, vous voyez que dans le type, on peut changer soit une variable, soit un attribut, soit le type d'une entité, soit l'image d'une entité, etc. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est le type attribut. Et puis, on va renommer l'attribut. On va l'appeler, par exemple, le type. Et donc, on va lui attribuer la valeur 1. OK. OK. Et pour le deuxième assign, donc on va faire pareil. On va l'appeler attribut pièce. On va pas mettre d'accent. Pièce type 2. On va ajouter. Donc c'est toujours l'attribut. Donc lorsqu'on va partir dans la liste déroulante, on va retrouver l'attribut qu'on a défini tout à l'heure, qui s'appelle type, et on va lui affecter la valeur 2. OK. À la sortie de ces blocs attributs, ici on va avoir des entités avec un attribut type qui a une valeur 1, et ici on va avoir des entités avec un attribut type qui a une valeur de 2. Ensuite, les pièces de type 1 et de type 2 vont passer au service usinage, donc sur la machine 1 ou sur la machine 2. Donc pour modéliser l'activité, on va sélectionner le Assign et on va glisser un module Process. Et on ne va pas oublier de raccorder le deuxième Assign au process. Donc, que ce soit des pièces de type 1 ou que ce soit des pièces de type 2, ils vont passer à l'activité usinage. Donc, on va lui donner un nom significatif. Donc, on va l'appeler usinage. On va choisir l'action du process. Donc ici, la pièce va réserver la machine 1 ou la machine 2. Ensuite, elle va passer un certain temps à recevoir donc le service usinage. Et ensuite, elle va libérer la machine. Donc même si elle est défectueuse, donc elle va libérer la machine et refaire la queue du début. D'accord? Donc ici, c'est un type sysDelayRelease. On va ajouter la ressource. L'activité usinage est faite par la machine 1 ou la machine 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un set. Un set, c'est un ensemble de ressources. Donc ici, en l'occurrence, c'est un ensemble
qui inclut la machine 1 et la machine 2, et on va appeler cet ensemble, on va l'appeler machine. Donc pour faire l'activité usinage, l'entité a besoin d'une seule ressource. Donc le nombre d'unités à réserver et à libérer, elle est de 1. Ensuite ici, on va déterminer la règle de sélection de la machine. Donc si la machine 1 et la machine 2 sont libres, laquelle entité va choisir? Donc ça peut être cyclique, c'est-à-dire une fois c'est machine 1 et l'autre fois c'est machine 2. Une fois c'est machine 1, l'autre fois c'est machine 2. Donc ça c'est cyclique. Random, donc c'est aléatoire. Preferred order, c'est-à-dire qu'elle va sélectionner la première ressource dans le set, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Largest remaining capacity, c'est-à-dire que si on avait par exemple défini 2 machines 1 et 5 machines 2, que une machine 1 est libre et 3 machines 2 sont libres, donc on va sélectionner la machine 2. Smallest number busy, c'est la machine qui a été occupée donc le moins de temps. Ici dans notre problème, aucune règle n'a été définie, donc on va sélectionner une règle aléatoire. Et si par exemple on peut sauvegarder le numéro d'ordre de la ressource qui a été attribuée à l'entité dans un attribut, par exemple qui s'appelle num machine. Et cet attribut, en fait, on l'utilise lorsqu'on veut réutiliser, par exemple, la même ressource par la suite. Ok. Donc voilà. Ensuite, on va aller déterminer la durée de l'activité. Donc l'activité usinage, elle suit une loi triangulaire. On n'oublie pas de changer l'unité de temps. Et puis on change donc les paramètres de la loi. Donc 8 pour le minimum, 10 pour le mode et 12 pour le maximum. Ok. Donc souvenez-vous, dans l'énoncé, on a dit que les pièces de type 1 étaient prioritaires dans la file d'attente par rapport aux pièces de type 2. Donc pour modéliser ça, il faut aller dans Data Definition. Il faut choisir le bloc qui s'appelle Queue pour changer en fait la règle de priorité de la file d'attente. Vous voyez ici que vous retrouvez la file d'attente qui est associée à ce process. Donc cette file d'attente là, elle s'appelle usinage, donc le nom du process, .queue. Et par défaut, donc c'est first in, first out. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire passer les pièces de type 1 en premier. Donc on va dire que les pièces qui ont l'attribut le moins élevé vont passer en premier. Donc c'est lowest attribute value. Et ici, il faut déterminer quel est cet attribut-là. Donc dans la liste déroulante, vous allez retrouver l'attribut qui s'appelle type, qu'on avait défini ici dans le assign. Donc ici, ça veut dire que dans cette file d'attente, les entités qui ont l'attribut type le moins élevé, c'est-à-dire le type 1, vont passer en premier. Ensuite, on va aller définir quelles sont les ressources qui se trouvent dans notre set. Dans le set, c'est-à-dire dans l'ensemble de ressources qu'on a défini ici dans le process usinage. Donc, on va aller dans set. On va retrouver donc le set qu'on a défini dans usinage. Donc c'est un set de type ressources. Et on va aller définir les membres de ce set-là. Cliquez sur Zero Rows ici, vous double-cliquez et puis vous allez définir la première ressource qui s'appelle Machine 1. Et puis vous double-cliquez encore et vous définissez la deuxième ressource qui appartient à cet ensemble, à ce set, et qui s'appelle Machine 2. Donc dans ce set qui s'appelle Machine, on a deux membres. On a deux types de ressources. Donc le type Machine 1 et le type Machine 2. Et dans usinage, l'entité va aller réserver indifféremment l'un ou l'autre des membres de ce set-là. Donc lorsque vous allez dans le bloc ressources, vous allez retrouver la ressource machine 1, la ressource machine 2. Donc on a dit que ces machines-là devaient subir une maintenance programmée. Donc la première machine, elle a une maintenance programmée de 11h à 11h30.
et la machine 2 de 11h30 à midi. Donc notre machine 1 n'est pas disponible tout le temps. Donc ce n'est pas une capacité fixe de 1, mais c'est une capacité qui est basée sur un schedule. Donc un schedule, il faut nécessairement changer son nom. Par exemple, le schedule 1. Et pareil, la machine 2 n'est pas disponible tout le temps. Donc elle n'a pas une capacité fixe de 1 tout le temps. Elle est indisponible entre 11h30 et midi. Donc il va falloir aussi définir un emploi du temps de cette ressource pour pouvoir dire qu'elle va être indisponible entre 11h30 et midi. On va faire aussi based on schedule. Et on va appeler le schedule par exemple schedule 2. Ici, donc vous voyez que lorsqu'on utilise un schedule, vous avez un champ qui s'appelle schedule rule et où vous avez 3 types de règles. Donc le wait, le ignore et le preempt. Ces règles de schedule interviennent lorsqu'il y a une baisse de capacité. Par exemple, à 11h pour la machine 1, donc avant 11h, il y a une unité disponible de machine 1. À 11h, on a 0 unité disponible en machine 1. Donc imaginez que la machine 1, à 11h, elle soit occupée. Donc il y a une pièce qui est en train de se faire usiner sur la machine 1. Donc ces règles-là, en fait, déterminent quelle réaction le système devrait avoir. Si on choisit le wait, le système va attendre que le processus courant soit fini, c'est-à-dire que l'usinage de la pièce en cours soit fini, avant de prendre une pause complète. C'est-à-dire, imaginons que le processus en cours il finisse à 11h02 par exemple, le système va attendre que l'usinage soit fini. Ensuite, on aura 0 machine 1 disponible de 11h02 à 11h32. Donc ça, c'est le wait. Si on choisit ignore, ignore attend que le processus courant soit fini et perd une partie de la pause. C'est-à-dire, toujours dans le même exemple, imaginons qu'une pièce est en train de se faire usiner, donc qu'elle finit son usinage à 11h02, eh bien, on aura 0 machine indisponible entre 11h02 et 11h30. Le système perd une partie de la pause. Finalement, la dernière règle, c'est le preempt. C'est le cas, par exemple, des pannes. Lorsqu'on choisit preempt, le processus courant est interrompu immédiatement, c'est-à-dire que l'usinage de la pièce en cours est interrompu à 11h pile, et il continue, donc les 2 minutes restantes, elles vont continuer à 11h30, donc lorsque la ressource sera disponible à nouveau. Donc l'usinage de la pièce en cours sera terminé à 11h32. Donc on va laisser le wait, qui est donc la règle par défaut. Donc ensuite, il va falloir définir ces schedules pour dire que ici la pause va être prise entre 11h et 11h30 et ici la pause va être prise entre 11h30 et midi. Donc pour cela, vous allez dans schedule. Vous allez retrouver les schedules que vous avez définis dans vos ressources. Donc on a un système qui commence à 8h et qui finit à 17h. Donc entre 8h et 11h, on a une machine 1 qui est disponible. Entre 11h et 11h30, on a 0 machine 1 qui est disponible. Et entre 11h30 et 17h, on a une machine 1 qui est disponible. Donc pour cela, on va sélectionner l'unité de temps de demi-heure. On peut même choisir le quart d'heure, la minute, etc. Par contre, on ne peut pas raisonner en heures puisqu'on a un changement de capacité à 11h30. On va définir un schedule avec une unité de temps de demi-heure. Donc entre 8h et 11h, on a une machine 1. Donc dans value, on met une machine 1. Et la durée, c'est entre 8h et 11h, ce qui nous fait 6 demi-heures. Donc 6 unités de temps, 6 demi-heures. Entre 11h et 11h30, on a 0 machine 1. Donc on a 0 machine 1 pendant une demi-heure. Donc ensuite, entre 11h30 et 17h, on a une machine 1. Donc on a une machine 1 pendant 11 demi-heures, c'est-à-dire entre 11h30 et 17h. Donc voilà, on aura défini le premier schedule. Donc, le deuxième schedule, c'est pareil, on prend une unité de temps de demi-heure, puis on va aller définir le schedule, donc pour la machine 2. Donc pour la machine 2, on a une machine 2 entre
8h et 11h30. Donc ça nous fait 7 demi-heures. Ensuite, entre 11h30 et midi, on a 0 machine 1. Donc 0 pendant une demi-heure. Puis on a une machine de midi jusqu'à 17h. C'est-à-dire pendant 10 demi-heures. Voilà, donc on aura défini les deux schedules. Donc ensuite, à la fin de l'usinage, dans 93% des cas, la pièce est conforme, donc elle va sortir du système. Dans 7% des cas, la pièce va être défectueuse, elle va repasser par l'activité usinage. Sauf qu'elle peut faire ça une fois seulement. Donc la deuxième fois, si elle est encore rejugée défectueuse, elle va être rebutée. Donc on va d'abord déterminer, suivant une probabilité, est-ce que la pièce est bonne ou est-ce qu'elle est défectueuse. Donc on va glisser un decide, qu'on va renommer pièce conforme. Donc dans 93% des cas, c'est vrai. Et dans 7% des cas, la pièce est défectueuse. Donc dans l'embranchement true, la pièce est conforme et elle pourra sortir du système. Donc on va glisser un dispose pour la faire sortir du système. Donc on va renommer le dispose sortie de pièce conforme. Dans l'embranchement false de decide, on va avoir des pièces qui sont défectueuses. Elles vont repasser pour se faire usiner une deuxième fois. Par contre, ils ont droit à un seul passage. Donc il faudra empêcher les pièces qui sont passées une fois déjà de repasser dans l'activité usinage. Pour cela, il va nous falloir un attribut par pièce, qui détermine combien de fois cette pièce a été jugée non conforme. Donc, on va glisser un assign qu'on va renommer nombre de passages non conformes. Donc, lorsque la pièce, elle sort de l'embranchement false, ça va être son premier passage comme pièce non conforme. Donc, on va déterminer un attribut qui s'appelle passage. Et on va l'incrémenter de 1. Donc initialement, il est initialisé à 0. Lorsque l'entité va passer pour la première fois par cet assign, il va avoir la valeur 1. Lorsqu'il va passer la deuxième fois dans ce passage, il va avoir la valeur 2, etc. OK. Donc, si passage à la valeur 2, la pièce devra être rebutée. Si passage à la valeur 1, il pourra passer dans l'usinage. Donc, il y a un choix suivant une condition. Donc, puisqu'il y a un choix, on va aller dans le template decision et on va glisser un decide. Donc, je vais connecter le assign au decide. Je vais double-cliquer et je vais l'appeler, par exemple, plus qu'un passage. Donc, ce n'est pas le two-way by chance, mais c'est le two-way by condition. Donc, si l'attribut qui s'appelle passage est égal à 2, OK. Donc, dans ce cas-là, l'entité va sortir du système. Elle va être rebutée. Donc, on va glisser un dispose dans l'embranchement true. Donc, si passage est égal à 2, la pièce est rebutée. Donc, on va le renommer sortie de pièce rebutée. Sinon, donc dans l'embranchement false, on a donc passage qui est égal à 1.
Donc on va connecter l'embranchement false à l'entrée de l'usinage. Donc la pièce va repasser pour se faire usiner une deuxième fois. Donc à la sortie de l'usinage, elle va être retestée. Donc si elle est conforme, elle va sortir par là. Si elle est non conforme, donc elle va repasser par ici. Donc passage va être incrémenté de 1. Donc passage va recevoir 2. Donc ici, est-ce que passage égale à 2? Oui. Donc la pièce va sortir du système. Elle va être rebutée. Donc voilà, notre flowchart est complet, notre processus est modélisé. Maintenant, il va falloir déterminer les réglages. Donc on va aller dans Run, dans Setup, donc dans Replication Parameters. Comme le premier exemple, on va utiliser une seule réplication, juste pour pouvoir lire facilement les résultats. Donc par exemple, on va faire une simulation qui va durer 10 jours. Et chaque jour, l'atelier fonctionne de 8h à 17h, c'est-à-dire qu'on a 9 heures de fonctionnement par jour. Donc base time units, c'est les minutes. Donc on va aller aussi à Reports et on va choisir Always et Simon Summary Report. Et on va cliquer sur OK. Et on va pouvoir maintenant faire tourner notre modèle. Donc encore une fois, pour aller plus vite, on peut cliquer sur le Fast Forward. Donc on va pas avoir d'animation, mais on va avoir des résultats de manière plus rapide. Donc voilà le rapport Simon qu'on a obtenu. Donc maintenant, comme dans le premier exemple, est-ce que vous pouvez me dire quel est le nombre de pièces non conformes qui ont été produites? Donc effectivement, nous n'avons pas cette statistique par défaut dans le rapport Simon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer notre rapport, on va arrêter notre simulation, on va mettre un compteur pour nous compter en fait le nombre de pièces non conformes. Donc pour mettre un compteur, on va utiliser le bloc qui s'appelle le record, qui se trouve dans Input Output. Et on va le placer ici à la sortie des pièces non conformes. Donc pour pouvoir mettre un bloc entre les deux, donc on sélectionne le record et on va aller le placer sur le lien entre les deux et automatiquement donc ça va se placer entre les deux. Donc on double-clique sur le record qu'on va renommer donc par exemple compteur de pièces non conformes. Donc si une pièce est jugée non conforme 2 fois, il va être compté 2 fois. Donc on va cliquer sur Add. Le type de record, c'est un compteur, justement, donc ça s'appelle count. Et la valeur d'incrémentation, donc à chaque fois, il va incrémenter le compteur d'une seule pièce. À chaque fois qu'une entité passe par le record, le compteur va être incrémenté de 1. Donc ça, c'est le pas, en fait, de l'incrémentation. Et ça, c'est le nom du compteur qui va apparaître sur le rapport. Donc on va l'appeler nombre de pièces non conformes. On va cliquer sur OK. OK. Et on va enregistrer le modèle. Donc, on va le mettre dans un nouveau dossier. On va l'appeler atelier d'usinage. Voilà, on va enregistrer et puis on va aller lancer la simulation. Donc encore une fois, on va la lancer rapidement. Donc maintenant, vous pouvez remarquer que dans la section qui s'appelle Counters, vous allez trouver le record que vous aviez défini qui s'appelle nombre de pièces non conformes et vous avez donc le nombre de pièces non conformes qui est de 63. Ensuite, je vais vous demander de déterminer quel est le temps moyen d'attente d'une pièce devant les machines usinage.
Donc effectivement, le temps moyen d'attente d'une pièce devant les machines d'usinage, vous allez le retrouver dans usinage.q.waiting-time. Donc il est de 236,29 minutes. Donc le minimum d'attente, il est de 0 et le maximum d'attente, il est de 834 minutes. Vous voyez que c'est une attente qui est très longue et donc que les ressources actuelles ne sont pas suffisantes. Donc, troisième indicateur, c'est quel est le temps maximum de séjour d'une pièce dans l'atelier. Donc, effectivement, le temps de séjour d'une pièce dans l'atelier, vous allez la retrouver dans pièce.totaltime. Donc, le temps de séjour maximum, il est de 1312,5 minutes. Donc, ensuite, le dernier indicateur, c'est quelle est la machine la plus utilisée. Donc, pour savoir quelle est la machine la plus utilisée, il faut comparer machine 1.utilization. Donc, le taux d'utilisation de la machine 1 est de 94,18%. Et pour la machine 2, le taux d'utilisation il est de 94,37%. Donc, la machine la plus utilisée, c'est la machine 2, bien que les taux d'utilisation soient très proches. Ensuite, on va aller faire une petite animation à notre modèle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de diminuer donc la taille de votre modèle, comme ça. Donc, dézoomer un petit peu. Après, donc, vous allez dans Animate. Donc, vous allez dans Draw. Vous faites, par exemple, Box. Vous dessinez. Donc, ensuite, vous cliquez droit sur la forme. Vous mettez Send to Back, vous cliquez encore sur la forme, vous faites Fill, vous cliquez donc sur la couleur que vous voulez. Ensuite, donc vous mettez un autre box, par exemple pour le titre. Donc vous sélectionnez la forme où vous faites par exemple une autre couleur. Vous mettez une autre couleur, celle que vous voulez. Ensuite, vous faites texte. Donc, vous mettez par exemple atelier d'usinage. Vous pouvez changer donc la police. Voilà, vous pouvez l'agrandir aussi. Donc, vous pouvez l'agrandir aussi. Donc, vous faites OK et vous allez la poser donc ici. Dans la forme. Donc, peut-être qu'on va encore l'agrandir un petit peu. J'ai oublié un E à la fin. Voilà. Donc ensuite, on va animer les ressources. Donc pour cela, vous allez dans Animate, ressources, comme ce qu'on a vu la dernière fois. Et puis, donc l'avantage d'avoir défini un set de ressources, c'est qu'on va pouvoir attribuer une image à la machine 1 et une image à la machine 2. Donc dans l'animation, vous allez avoir les deux machines. Et c'est l'un des avantages de déclarer les ressources en set et de définir quels sont les différents membres du set, plutôt que de définir un type ressource et d'y mettre plusieurs membres. Donc ça, c'est l'un des avantages. Bien évidemment, ici, dans cet exemple, on a aussi utilisé le set parce que les deux machines n'ont pas le même emploi du temps et n'ont pas le même schedule. C'est pour ça qu'on a défini un set plutôt qu'une seule ressource machine ayant deux membres. Donc ça, c'était une remarque entre parenthèses. Donc on va animer la machine 1. Donc on va lui attribuer une image lorsqu'elle est libre et une image lorsqu'elle est occupée. Donc par exemple, on va aller choisir cette image-là lorsqu'elle est occupée. On va la glisser. Et on va utiliser cette image-là lorsqu'elle est occupée. Et on va la glisser. Et encore une fois, on va sélectionner le Seize Area pour pouvoir voir la pièce qui est en train de se faire usiner. Et on va cliquer sur OK.
on va avoir le petit curseur, donc on va placer la machine 1 ici, on va l'agrandir, et on va faire la même chose pour la machine 2. Donc on va aller sélectionner ressources, machine 2, et on va peut-être, bon, puisque ce sont deux machines qui sont équivalentes, on va utiliser les mêmes images. Donc c'est là pour idle, donc bien évidemment vous pouvez choisir l'image que vous voulez, et c'est là pour occuper. Donc on va sélectionner le Seize Area encore, ok, et on va mettre la machine 2 à côté de la machine 1. On va aussi l'agrandir, la mettre en forme. Voilà. Ensuite, on va aussi mettre la file d'attente donc des pièces devant les deux machines. Et puis, ce qu'on aimerait avoir, ce sont des images différentes pour les pièces de type 1, pour les pièces de type 2 et pour les pièces qui sont rebutées. Donc pour cela, on peut aller là, donc ici après le decide, on va ici attribuer, donc dans le assign où on attribue le type, on peut aussi attribuer l'image d'une entité. Donc le assign sert aussi à attribuer l'image d'entité. Donc on peut faire add, et on va définir entity picture, et on va lui attribuer par exemple picture green ball. Donc on va représenter les pièces de type 1 par des balles de couleur verte. Ok. Et donc pour les types 2, pour les pièces de type 2, on va faire la même chose, on va faire add entity picture, et on va le représenter par exemple des blue balls, des balles bleues. Ok. Donc ensuite ici, lorsque la pièce est jugée non conforme, elle va passer dans le assign d'incrémentation de passage. On peut profiter de ce assign là pour ajouter aussi une image, donc une image de l'entité, donc entity picture, et donc les pièces qui ont été rebutées vont prendre par exemple l'image de red ball, de balle rouge. Voilà. Donc on va encore une fois enregistrer, et on va aller dans Run, et on va cliquer sur le Go, hein, pas sur le Fast Forward, parce que avec le Fast Forward on va pas voir l'animation. Donc on clique sur Go. Donc vous voyez ici les files d'attente. Donc les bleus c'est les types 2, les verts c'est les types 1. Donc vous voyez que les vertes elles sont toujours devant dans la file. Elles se font servir en premier, et on voit des fois passer des balles rouges, donc des balles qui ont été des pièces qui ont été rebutées et qui repassent encore sur les machines. Donc le Seize permet le Seize Area, il permet de voir la pièce qui est en train de se faire usiner actuellement à côté de la machine. Donc voilà pour ce qui est de l'animation. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de visualiser le nombre de pièces dans la file d'attente usinage, de les suivre à travers un graphe. Pour cela, vous allez dans Animate, Chart, et vous sélectionnez Plot. Donc vous cliquez sur Add, et ici dans Expression, vous cliquez sur Bold Expression. Vous allez dans Queue, Current Numbering Queue, donc puisque ce qui nous intéresse c'est de visualiser le nombre actuel de pièces dans la file d'attente d'usinage. Ensuite vous cliquez sur OK. Vous pouvez aussi changer un peu la forme de votre graphique. Par exemple vous mettez solide. Vous pouvez changer la couleur. Par exemple on va mettre un bleu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un graphe de type histogramme. Donc, vous allez dans Draw Mode et vous mettez Stairs. Voilà, donc vous cliquez sur OK.
Et encore une fois, vous allez placer votre graphe. Donc là où vous voulez. Donc ensuite, on va aller dans Run. On va lancer la simulation. Donc vous voyez en fait en fonction du TINA, donc ce que vous avez en abscisse c'est le TINA, ce que vous avez en ordonnée c'est le nombre de pièces dans la file d'attente. Donc vous voyez en fait au fur et à mesure du déroulement de la simulation comment évolue le nombre de pièces dans la file d'attente. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, puisqu'on a dans ce modèle des temps d'attente qui sont vraiment très élevés, ce que vous pouvez faire, c'est d'augmenter par exemple le nombre de ressources. Donc pour ça, vous allez dans le schedule, par exemple. Donc au lieu d'avoir une seule ressource, on va augmenter le nombre de ressources. On va toujours avoir cette maintenance préventive entre 11h et 11h30 pour la machine 1, et on va avoir 2 machines 1 et le reste du temps. Et puis, on va faire de même pour la machine 2. On va augmenter le nombre de machines 2. Donc, on va avoir 2 machines 2 entre 8h et 11h30 et 2 machines 2 entre midi et 17h. Donc, voilà, vous pouvez enregistrer. Donc voilà, vous pouvez lancer votre simulation. Vous voyez que le schéma en fait du nombre de pièces dans la file d'attente a changé. Pour aller voir les chiffres directement, donc on clique sur Fast Forward, comme ça on a les résultats plus rapidement. Donc vous voyez que le waiting time il a radicalement baissé. Donc on est passé d'un temps d'attente de 200 minutes, de plus de 200 minutes à un temps d'attente de moins de 2 minutes. Mais voyez également que les machines, le taux d'utilisation des machines a baissé aussi. On est passé d'un taux qui est supérieur à 90% à une utilisation de 55% pour la machine 1 et de 54% de machine 2. Donc c'est toujours en fait un arbitrage à faire entre l'utilisation élevée qui va amortir la structure des coûts fixes des machines et le temps de cycle, et en particulier donc le temps d'attente des pièces. Donc ce sera tout pour l'exemple d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.